évoquerons la campagne de commercialisation du coton. Nous irons dans la région de Kédougou avec les chiffres de la campagne. Soupçons ou rumeurs de report de la biennale, nous en parlons également dans ce journal. Et puis à suivre notre dossier économique sur la flambée des prix de l'or sur le marché international et sur les conséquences sur le marché de l'or au Sénégal avec les acteurs du sous-secteur. Dans notre rubrique Point de vue, nous discuterons de la rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et le secteur privé cet après-midi. Et puis sachez que ce matin, à l'instant où on parle, le président s'entretient avec les syndicats. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. On commence avec cette saisie de produits impropres à la consommation à Thiès, des produits qui font des ravages dans la région. Plusieurs enfants sont tombés malades et cela pose un véritable problème de santé publique. Les associations de consommateurs et personnels de santé alertent et suite à cela, la brigade de Thiès a fait des opérations sur le terrain. 19 tonnes de produits périmés ont été saisis et incinérés. Chiranta Diop. Des alertes lancées par les populations de Thiès, Kayar, Diender, Pout, Kermousse, Fanden ont permis aux éléments de la sous-brigade d'hygiène de Thiès de descendre sur le terrain et de procéder à la saisie record de 19 tonnes de produits impropres à la consommation. Capitaine Idrissa Ndiaye, chef du service régional de l'hygiène de Thiès. La consommation de ces produits impropres, c'est vraiment un grand problème de santé publique. Donc l'OMS parle de pratiquement 600 millions de personnes qui sont affectées par la consommation de produits impropres. L'OMS aussi parle de pratiquement 400 000 personnes qui meurent durant l'année suite à la consommation de ces produits périmés. Donc c'est de 30% des enfants qui sont touchés par la consommation de ces produits périmés. Et pratiquement 200 maladies qui sont liées à ces produits impropres à la consommation. L'association des consommateurs de Thiès ont fait ce constat. Dans certains rayons, il y a des produits qui ont atteint leur date limite de consommation. Siré Balé Diallo est le président de l'antenne régionale SOS Consommateurs. Il faudrait que les plus hautes autorités prennent conscience que 80% des enfants sont malades du fait d'une mauvaise alimentation de produits périmés. Même les grandes personnes, c'est ça la triste réalité. Nous alertons régulièrement. Nous nous félicitons de la collaboration et de l'ouverture même des services régionaux de l'hygiène. Les soldats de la santé de Thiès se sont fortement mobilisés ces temps-ci pour mener un travail d'arrache-pied afin de protéger les populations. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et puis, sachez qu'au sujet de l'affaire des produits pour bébés de la marque Nestlé, la filiale sénégalaise du géant de l'agroalimentaire dément dans un communiqué publié ce matin tout ajout discriminatoire de sucre dans les laits de croissance, les céréales et les préparations pour nourrissons destinées à l'Afrique, répondant ainsi aux allégations de l'ONG suisse basée en Suisse, Public Eye. Cette ONG qui accuse donc la multinationale d'avoir ajouté du sucre aux fins de rendre ces produits plus addictifs pour les consommateurs africains. La société Nestlé donc a sorti un communiqué ce matin pour démentir ces allégations. Cependant que le ministère du Commerce a ouvert une enquête sur cette affaire. Synthèse avec vous, Mohamed Ali Mouba, en direct dans ce studio. Oui, d'emblée, Nestlé commence par spécifier les produits où on pourrait retrouver du sucre et ceux pour lesquels il n'y a pas de sucre. D'où une variété de produits d'abord. Première variété de produits, la préparation pour nourrissons. Catégorique, Nestlé, pas de sucre du tout dans cette variété. La deuxième, lait de croissance Nido plus 1, ajout de miel tout en respectant les normes. Troisième et dernière variété, les céréales. Là, Nestlé soutient qu'il y a
à deux parties, celle qui contient des sucres et ceux qui n'en ont pas du tout. C'est au choix. À tout cela dans le respect des normes nationales et internationales édictées en la matière. Toutefois, les services du ministère du Commerce ont commencé à mener leurs enquêtes. Des prélèvements ont été effectués et envoyés donc dans deux laboratoires de la place. Les résultats sont attendus vendredi. Donc, s'il s'avère que ces résultats sont positifs, si les résultats reviennent positifs, eh bien, le ministère aura malgré tout des difficultés, Souleymane, à sanctionner Nestlé. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que l'ajout de sucre n'est pas a priori dangereux pour la santé du bébé. Il peut juste être addictif. Merci, Mohamed Ali Mouba, en direct dans ce studio. Bien naturellement, nous continuons à suivre cette affaire et nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. RFM, la radio de toute l'actualité. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur se fixe comme principale mission la stabilisation de l'année académique. Pas de solution miracle cependant, selon des acteurs du secteur. Il faut la maîtrise des effectifs, un nombre d'enseignants suffisant et surtout éviter les longues perturbations avec une bonne anticipation. Mais surtout, il faut régler le problème de la base, mais pas au sommet. Plus de détails avec Boubacar Dia. Yankoba Seydi n'y va pas par quatre chemins. Selon le membre du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la solution ne va pas venir d'une baguette magique. Il faut une adéquation des effectifs. Avoir de bons ratios pour être sûr que même s'il y a une année académique où nous n'avons aucune perturbation majeure et que les activités pédagogiques ne soient pas retardées par un manque de bras. Le manque de bras, c'est quoi? C'est que vous avez beaucoup d'étudiants. L'UCAD en a 91 000. Ça, ce sont les derniers chiffres que l'ADAP nous a communiqués. Mais regardez le nombre d'enseignants titulaires que nous avons, 1457 seulement. Et le nombre de vacataires dépasse le nombre d'enseignants titulaires, c'est-à-dire 1500. Le professeur Abdou-Salam Sall en est bien conscient lui aussi. Le problème se règle à la base. Il était le recteur de l'UCAD de 2003 à 2010. Pour chaque filière, c'est un cas particulier. Il faut savoir que le gros problème, c'est au niveau des grandes facultés. Mais les petits établissements avec un nombre limité d'étudiants là, eux, généralement, ils sont à jour de façon globale. Donc, oui, il est possible de le faire, mais il faut aller à la base. Ça ne se règle pas au sommet. Les deux autres équations à résoudre, et pas des moindres, les humeurs des syndicalistes et étudiants. C'est-à-dire les syndicats, discuter avec eux, aplanir les angles, faire pour que les questions pour poser des problèmes soient résolues rapidement. Donc ça, c'est l'anticipation. Un manager, il doit savoir anticiper. Et surtout faire en sorte que les bourses des étudiants soient payées à temps. Toutes les sources de tension, il faut les étudier, il faut les diagnostiquer pour anticiper et alerter. Selon Yankoba Seydi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf, verse dans la communication en parlant des 25 milliards de pertes financières que causent les perturbations de l'année académique. Et restons avec les universités. À Ziguinchor, le mandat du recteur de l'université Assane Seck arrive à terme le 20 mai prochain, mais jusqu'à présent, aucun appel à candidature en vue de la désignation du nouveau recteur n'a été lancé, ce dont s'indigne la section locale du SAES. Face à la presse ce matin, les syndicalistes ont fait savoir qu'à ce sujet, aucun comité de sélection n'a encore été mis en place à ce jour. Déterminés à s'opposer à toute forme de prolongation du mandat du recteur, les enseignants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont invité le tout nouveau ministre de tutelle à se saisir de cette question. Écoutons Alexandre Colli, coordonnateur de la section SAES au micro de Lamine Ba. Appelé plusieurs rencontres au cours desquelles le bureau de la coordination SAES de l'université Assane Seck de Ziguinchor n'a cessé de rappeler à l'administration rectorale de l'université Assane Seck de Ziguinchor des urgences notoires inhérentes au bon fonctionnement de l'institution. Il s'agit d'emblée de l'appel à candidature en vue de la désignation du nouveau recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui attend toujours d'être lancé, alors que le mandat du recteur actuel prend fin le 20 mai 2024. Il faut signaler qu'à ce jour, ni le comité de validation et de sélection n'est mis en place, ni le dit appel à candidature n'est
élaborés. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la coordination n'acceptera aucune forme de prolongation d'un tel mandat à compter de cette date. Elle s'opposera à toute forme de délégation spéciale à accorder à l'actuel recteur. En outre, la coordination SAES de l'Université Assane Seck de Ziguinchor exige de l'administration rectorale le paiement sans délai des dettes dues aux pairs, heures complémentaires, voyages d'études, subventions et aux vacataires. La coordination SAES de l'Université Assane Seck de Ziguinchor n'acceptera nullement que les chantiers entamés depuis 2015, déjà en état de délabrement avancé, soient livrés dans de telles conditions. Et puis à Thiès, le personnel administratif, technique et de service de l'université Iba Der Thiam a décrété une grève de 24 heures ce matin. Il s'insurge contre le nouveau recteur. Le porte-parole du personnel, Abdoulaye Sy, estime que le nouveau recteur veut enlever un certain nombre d'indemnités des agents de l'université. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Anta Diop. Notre souci, c'est les autorités rectorales. Et nous interpellons les autorités également, le ministère, pour qu'ils puissent regarder ce qui se passe à Thiès. À Thiès, notre principal souci, c'est qu'on est confronté à un recteur qui a commandité un audit à charge contre le personnel administratif, technique et de service. L'université est composée de 3 composantes, les étudiants, les enseignants et le personnel administratif, technique et de service. Il fait commanditer un audit portant sur le salaire et le personnel. Dans les conclusions, pour ne pas dire recommandations de l'audit, il en ressort que le personnel administratif est mis sur la sellette. D'abord, ils font le constat qu'il existe au sein de cette corporation PATS différents corps de métier qui bénéficient d'avantages issus d'autres conventions. Maintenant, il fait commenter cet audit et le pré-rapport risque d'être présenté mercredi au CA pour validation. Et ce pré-rapport comporte des contre-vérités. Un audit se veut par défaut contradictoire. Ce caractère contradictoire n'existe pas. Les services enquêtés, tout comme les personnes enquêtées, n'ont pas été sollicités pour des compléments d'information. Ils nous sortent un document intitulé pré-rapport sans cette confrontation-là qu'il veut présenter et qu'il veut faire amender par le CA de ce mercredi-là. Et ça ne passera pas. Voilà, pour les universités. Venons-en maintenant aux 38 employés de station-service Total qui ont été licenciés depuis décembre dernier. Ils dénoncent et parlent de licenciements abusifs. Ces travailleurs comptent saisir l'inspection du travail. Écoutons Ndiémé Diouf qui fait partie de ces travailleurs licenciés. Depuis décembre dernier, ils ont décidé de nous envoyer des genres de lettres de licenciement. Voilà, parce qu'ils ont décidé de rompre leur contrat avec la société intérim qui se trouve au niveau de la VDN pour une autre société intérimaire qui s'appelle Tetra. Donc ils ont décidé de nous licencier. On est un nombre de 38. Il y a certains d'entre nous qu'on a redéployés dans d'autres stations. Après ils ont décidé de nous donner des indemnités de départ négociées. Alors qu'on n'a pas négocié ça. Pour mon cas, je suis là-bas depuis janvier 2018. Ils m'ont donné comme indemnité 243 023 francs. Pour quelqu'un qui est là-bas depuis 6 ans. On a des CDI. La plupart d'entre nous, on a des CDI. Il n'y a aucune raison. Voilà. Ils nous ont donné aucun motif. La société Sen Intérim qui se trouve juste sur la VDN. Mais pour le recrutement, c'est Total qui nous a appelés. On a fait l'entretien au niveau des locaux de Total Ngor. Maintenant, quand on est venu à la station, ils nous ont dit d'aller à Sen Intérim pour signer le contrat. On a décidé de prendre un avocat, de saisir le tribunal du travail pour qu'il nous paye nos indemnités normalement. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Fin de la campagne de collecte et d'égrainage du coton dans la région de Kédougou. On note un léger satisfecit de la Sodefitex qui est parvenu à collecter 2300 tonnes de coton en dépit de la méfiance d'une partie des producteurs qui craignaient l'attaque de Jacide. Mais face à une campagne de sensibilisation ou grâce à une campagne de sensibilisation des acteurs de la filière coton, Saraya et Kédougou ont pu emblaver 2200 hectares, dépassant ainsi les prévisions. D'autres détails avec Ibrahima Diabakhate. Grâce à la campagne de sensibilisation des acteurs de la filière coton et de la Sodefitex, la région agricole de Kédougou a pu emblaver 2200 hectares, soit 83% des surfaces emblavées la précédente campagne. De 1600 tonnes en 2022-2023, la production cotonnière est passée à 2300 tonnes en 2023-2024, avec un accroissement de rendement agricole de 57%, passant ainsi de 700 kg à 1100 kg à l'hectare pour cette présente campagne.
Kalifou Keita est le chef de région de la Sodefitex de Kédougou. Pour la production quand même, on a pu remonter de 57% par rapport à la campagne passée. Et ceci a été dû principalement par nos chercheurs, notamment les chercheurs de la Sodefitex et de l'ISRA, qui n'ont ménagé aucun effort pour trouver une solution aux parasites qui nous avaient fatigués l'année passée. Ce qui nous a quand même fait progresser de 57% pour ce qui est de la production, parce qu'on est passé de 1600 à 2300 tonnes, donc ce qui constitue une progression de 57%. Et pour ce qui est des rendements, on a pratiquement fait aussi un bond de cet ordre aussi de 57%, parce qu'on est passé de 700 kg à 1 tonne 118 à l'hectare. Avec un début de recensement de près de 80% des intentions de culture pour la campagne à venir, l'espoir est encore permis pour la filière cotonnière qui renaît de ses cendres après avoir été marquée par une attaque virulente des diacides qui avait décimé la quasi-totalité des superficies emblavées durant la campagne 2022-2023. Ibrahima Diabakhati, Kédougou, RFM. 12h17 en mode culture avec les inquiétudes de la communauté artistique. À 3 semaines du coup d'envoi de la 15e édition de la Biennale de l'art de Dakar, il y a des rumeurs persistantes d'un éventuel report. Le silence des organisations et du ministère de tutelle sur la question préoccupe encore plus le monde culturel. Anna Rocha. Le bruit court depuis plusieurs jours maintenant. Pour le moment, la 15e édition de la Biennale de Dakar, la plus vieille d'Afrique, se joue en off. L'artiste plasticien Pascal Traoré est inquiet. Ces rumeurs, elles sont nées du fait qu'il y a un silence persistant et nous savons chaque année et chaque 2 ans que c'est un moment qui est dans les agendas culturels de beaucoup d'institutions, de beaucoup de curateurs, de beaucoup de commissaires d'exposition, de collectionneurs et d'artistes. Donc, c'est dans cette même dynamique qu'ils nous appellent à tout moment pour savoir où ça en est. Et nous sommes incapables de leur dire ce qui se passe parce que aussi nous sommes dans la même situation de confusion. Effectivement, ces rumeurs, elles sont légitimes parce que les gens se disent, 2 ans de préparation, à un moment, il faut que à 3 semaines qu'on sache au moins ce qui va se passer, quoi. Le village des arts prépare l'événement depuis des mois. La situation actuelle a refroidi les artistes, confie Zulumbaï, président de l'association des artistes plasticiens du village des arts. Cette situation nous met dans des conditions déplorables parce que le monde entier nous écoute. Nous devons préserver la crédibilité de cet événement qui, dans l'agenda culturel africain, est le plus important. Cette biennale, même si on l'a reportée d'1 mois, ça pourrait sauver les gens, par exemple, qui ont déjà acheté leurs billets, qui ont déjà réservé des hôtels. Moi-même, au niveau du village des arts, je dois recevoir 2 pays dans 2 expositions différentes. Le Dakar 2024 est prévu du 16 mai au 16 juin. Cet événement international a déjà été reporté en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Selon certaines indiscrétions, les derniers remous politiques au Sénégal ont fortement impacté l'organisation de la Biennale. Mais tout le monde attend une réaction officielle. Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit à l'instant les syndicats. Cet après-midi, il a rendez-vous avec le secteur privé. Ces rencontres entrent dans le cadre des concertations annoncées par le chef de l'État au tout début de son mandat, entre autres sujets à discuter. Bien naturellement, la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, mais surtout les solutions donc aux problèmes de la cherté de la vie et de la faiblesse du pouvoir d'achat. Nous reviendrons bien naturellement sur ces audiences dans nos prochaines éditions. Pour l'instant, il est 12h20. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Suspension des activités politiques au Mali. Des partis politiques attaquent la décision de la transition. Les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024, ils ont saisi la Cour suprême. Salimata Aou. Dans un communiqué, les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024 ont informé du dépôt d'un recours auprès de la Cour suprême à l'effet d'annuler le décret qu'elle juge tyrannique et liberticide du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le recours a été déposé par un pôle d'avocats constitué par la cause. Le 10 avril dernier, les autorités de la transition
ont annoncé la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Selon le gouvernement, cette mesure participe substantiellement à créer les conditions prérequises devant être réalisées pour mener des activités majeures de la transition, en particulier le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les partis signataires se sont en outre félicités du respect du mot d'ordre relatif à la non-participation au dialogue intermalien initié par les autorités en place. Les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024 précisent en outre qu'aucune manœuvre ne les fera reculer dans le combat pour la liberté, la démocratie et le bien-être des Maliens. En République démocratique du Congo, toujours pas de gouvernement. La nouvelle première ministre Judith Suminwa poursuit les consultations pour un gouvernement paritaire. Plus de 22 jours après sa nomination, Judith a fini de recevoir les groupes politiques hier lundi. Elle a reçu des membres de la société civile, syndicats, Conseil national des jeunes, Union de la presse, association de professeurs, entre autres. Elle aspire à mettre en place un gouvernement réduit, limitant son effectif à 45 membres, y compris les ministres et vice-ministres. Le gouvernement passé était composé de 57 membres. Expulsion d'immigrés illégaux ou irréguliers de la Grande-Bretagne vers le Rwanda, le projet britannique rapidement condamné par les organisations internationales. Le HCR et le Conseil de l'Europe notamment, ces deux organisations demandent à la Grande-Bretagne de faire machine arrière. Sodatia. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Conseil de l'Europe ont tous deux appelé le Royaume-Uni à repenser son projet car ils craignent que la législation ne porte atteinte à la protection des droits de l'homme et qu'elle ne nuise à la coopération internationale dans la lutte contre la crise mondiale de l'immigration. La nouvelle législation marque un nouveau pas en arrière par rapport à la longue tradition du Royaume-Uni d'offrir un refuge à ceux qui en ont besoin, en violation de la Convention sur les réfugiés, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans un communiqué. La protection des réfugiés exige que tous les pays, et pas seulement ceux qui sont voisins de zones de crise, respectent leurs obligations. Cette déclaration a été faite quelques heures seulement après que la Chambre des Lords britannique a abandonné ses tentatives d'amendement de la législation en ouvrant ainsi la voie à son entrée en vigueur. Michael O'Flaherty, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, a critiqué la législation qui empêche les demandeurs d'asile de demander aux tribunaux d'intervenir lorsqu'ils sont menacés d'être renvoyés dans les pays qu'ils fuient. Selon lui, l'adoption du projet de loi sur la sécurité du Rwanda par le Parlement britannique soulève des questions majeures concernant les droits de l'homme, des demandeurs d'asile et l'état de droit en général. Et le gouvernement britannique devrait s'abstenir d'expulser des personnes dans le cadre de la politique rwandaise et revenir sur la violation effective de l'indépendance judiciaire par le projet de loi. Quant à lui, dit être satisfait du vote par le Parlement britannique de la loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile illégalement au Royaume-Uni. Dans un communiqué, la porte-parole du gouvernement a déclaré que les autorités étaient impatientes d'accueillir les personnes relocalisées au Rwanda. Au moins 5 migrants, dont un enfant décédé lors d'une tentative de traversée de la Manche en France. Le drame s'est produit la nuit au niveau de la plage de Wimbre, au Pas-de-Calais. Le dernier drame remonté au 3 mars avec le décès par noyade d'une fillette de 7 ans dans le canal de l'A à Ouaten. Elle s'était jetée dans la mer du Nord alors qu'elle se trouvait sur une petite embarcation avec 15 autres migrants. Pour terminer, le ministre français de l'Intérieur était en visite hier au Maroc. Une visite de Gérald Darmanin placée sous le signe de la réconciliation après 2 ans de tension entre Paris et Rabat. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, les deux pays annoncent renforcer leur coopération sécuritaire. Merci. Georges Détier Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit le secteur privé cet après-midi. Qu'attendre de ce conclave? Nous tenterons de répondre à cette question avec M. Cheikh Tidiane Sy Al-Amin, directeur général de Takamul Agro et membre du bureau exécutif du CNP, Conseil national du patronat, également président de la commission négociation commerciale. Nous serons également avec M. Magaï Gaï, économiste. RFM Sport.
L'actualité des sports, c'est avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Suleiman. La situation du Casa Sport inquiète dirigeants et supporters avant le prochain déplacement du club. Ce sera pour affronter l'équipe de Génération Foot pour le compte de la 21e journée. L'équipe du Casa Sport est actuellement 11e dans cette situation. Elle est presque à dos longueur du premier club non relégable. Comment expliquer une telle situation? Depuis le début de la saison, le club de Casamance n'arrive toujours pas à prendre son envol pour aller titiller le haut du classement. Réponse à toutes ces questions dans ce dossier de Sodekan. Avec 21 points, 6 victoires, 3 nuls et 11 défaites, le Casa Sport est dans une situation inquiétante, reconnaît le président du club, qui l'explique par les nombreux déplacements de l'équipe. Seydou Sané. Cette année, le Casa ne joue pas à Ziguinchor. Aller-retour Kolda-Ziguinchor, c'est presque 400 km en aller-retour. Ils viennent au nord, soit ils sont à Kolda. Et rassurez-vous, l'espoir est permis, parce que tous ceux qui regardent le contenu du Casa nous disent que le Casa ne mérite pas cette place. Le comité de supporters Allez Casa, à travers son président, va dans le même sens. Djibril Gueye souligne qu'il continue de soutenir l'équipe Fagnon de Ziguinchor. Nous n'avons jamais lâché parce que nous pensons que c'est notre rôle à nous. Nous avons toujours été solidaires avec eux et puis pour leur montrer qu'une équipe c'est un tout. Nous avons notre rôle à jouer, c'est-à-dire aller pousser jusqu'au bout pendant 90 minutes. Nous avons toujours mis les moyens pour nous déplacer, malgré les difficultés, parce que vous savez, cette année, nous jouons tous nos matchs en déplacement. Le président du club ne pense pas voir son équipe quitter la Ligue 1. On n'imagine pas le Casa aller en deuxième division. Les joueurs en sont conscients, l'administration est consciente, les techniciens sont conscients. Et nous ferons le maximum possible pour sauver cette saison. Nous avons l'avantage de regrouper souvent les joueurs ensemble pour moins voyager et puis s'ils doivent voyager, alterner entre l'avion et la voiture. Le comité des supporters compte aussi jouer sa partition pour aider l'équipe à sortir de la zone de relégation. Nous allons essayer de tout faire pour essayer d'augmenter la mobilisation pour que les joueurs soient beaucoup plus conscients que la place que nous occupons aujourd'hui en fait n'est pas celle de notre équipe. Actuellement, le Casa Sport est l'équipe qui a le plus perdu de matchs et sur ces 11 défaites, 7 sont à l'extérieur. L'équipe du Sud doit être reçue par Génération Foot pour la 21e journée. En Italie, l'Inter Milan savoure son nouveau titre de champion alors qu'en Angleterre, Arsenal croise Chelsea ce soir. En Italie, l'Inter de Milan a remporté hier son 20e titre de champion d'Italie et c'était devant le rival éternel l'AC Milan qui a été battu par l'Inter 2-1. Comment analyser cette saison réalisée par les interistes? Réponse de Abdoulaye Dioufbar, notre correspondant à Brescia en Italie. L'Inter de Milan, vainqueur du derby de la Madonnina devant l'AC Milan. AC Milan 1, 2 Inter. Du coup, les Nerazzurri gagnent le Scudetto de la 122e édition de la Serie A. 20e Scudetto pour l'équipe de la capitale lombarde qui arrive aujourd'hui à 2 étoiles sur le maillot, à 5 journées de la fin de la Serie A 2023-2024. Le technicien Simone Inzaghi gagne son premier Scudetto avec une équipe qui a réalisé 86 points avec 27 victoires et une seule défaite après 33 journées. Dommage que les locataires d'Appiano Gentile avaient toutes les possibilités à travers leur effectif pour faire comme en 2010, le triplé avec José Mourinho. Scudetto, Coupe d'Italie et Ligue des Champions. Donc, rien que des regrets en Coupe d'Italie et en C1 pour ce 2024. En Italie, toujours Abdoulaye Dioufbar, ce soir on joue les demi-finales retour de la Coupe d'Italie à 19h. Lazio Rome joue contre la Juve à l'aller. La Juventus avait battu Lazio par 2-0 en Angleterre pour clore cette page des sports Suleiman avec la 29e journée de la première ligue anglaise à 19h ce soir. Arsenal, leader, joue contre l'équipe de Chelsea de Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais des Blues et la cible de supporters qui s'attaquent à lui depuis ses ratés en Cup. Beaucoup de mauvaises choses ont été dites sur le joueur sénégalais de Chelsea. Son entraîneur Mauricio Pochettino a pris sa défense hier pour dire que c'est un jeune joueur qui a encore besoin de grandir. Merci Malal Junior Diagne. RFM 94.0, la radio en puissance.
Notre mini-dossier économie avec le gramme d'or qui est à 40 000 francs CFA sur le marché sénégalais. C'est le prix appliqué dans de nombreuses bijouteries en tout cas. Une flambée qui s'explique, selon les artisans bijoutiers, par les tensions géopolitiques. De nombreux pays investissent sur cette matière première pour sécuriser leurs avoirs. Nafissa Toussila. L'or vendu à un prix exorbitant, le gramme à 40 000 francs CFA pour le 18 carats et encore plus pour le 21 carats. Des explications sont servies. En premier, la situation géopolitique. Alpha Amadou Thiam, établi au marché Tilène. Par exemple, le conflit israélo-palestinien ou bien la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais aussi, ces tensions ont influé sur la flambée du prix de l'or. Aujourd'hui, le 18 carats avoisine vers les 40 000. Donc, si l'or augmente, par exemple, l'or brut augmente, forcément, les bijoux en or vont augmenter. Le 21 carats, n'en parlons pas, on est vers 45 46 000 francs. Autre remarque, la ruée vers l'or. Des pays en croissance ou déjà riches s'arrachent l'or pour sécuriser leurs biens. La ruée vers l'or des pays comme la Chine, l'Inde et des pays dits émergents. Vous savez que l'or est une valeur refuge. S'il y a des problèmes dans le monde, beaucoup de gens préfèrent investir dans l'or que de garder le cash, disons-le ainsi. L'Association nationale des bijoutiers du Sénégal s'offusque de cette situation et a toujours plaidé l'accès à l'or du Sénégal. Ceci pour permettre aux Sénégalais de disposer de bijoux en or à un prix abordable. Ibrahim Agnon, le président de l'ANSB. L'État du Sénégal doit nous soutenir, nous les bijoutiers, et nous aider à disposer de l'or qui vient de Sabadola. Et facilement, on pourra produire des bijoux qu'on pourra vendre facilement au Sénégal et aussi dans la sous-région, au lieu de vendre l'or sur le marché international. Il faut aussi dire que cela va créer de l'emploi en plus de la manne financière et alors on n'aura plus besoin d'aller jusqu'à Dubaï ou en Inde pour trouver des bijoux en or. Cette flambée constatée ces temps-ci n'est pas nouvelle, elle perdure et va crescendo depuis un bon bout de temps, mais cela n'empêche pas aux vendeurs de bijoux d'en disposer. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. Revue de presse signée Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Benno Bokaka Pastef la guerre d'usure à l'Assemblée nationale. Benno va-t-il se servir de la motion de censure pour renvoyer dans les corps d'Ousmane Sonko et son gouvernement? L'épée de Damoclès continue de pendre au-dessus du Premier ministre attendu, vous le savez, à l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale. Ce qui fait dire à Bosby jour que Sonko sera en terrain mini, mais Vox Populi note que la motion de censure c'est un couteau à double tranchant. Et pour cause les risques pour le pouvoir, il y a aussi que l'opposition et le contribuable pourraient payer aussi. Selon Babacar Gaye, ancien parlementaire et ministre d'État, si Benno Bokk Yakaar décide de déposer une motion de censure, ce sera une situation inédite en défaveur du gouvernement en place. Le groupe Benno Bokk Yakaar sera-t-il d'un seul tenant et solidaire? Quelle sera la position du groupe Wallu et ses députés de Taxawu ainsi que des non-alignés? S'interroge encore Babacar Gaye. Seule une collaboration responsable et respectueuse des prérogatives des uns et des autres doit prévaloir pour éviter au Sénégal des soubresauts inutiles. Selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, il y a peu de chances de gagner le combat. Si combat il y a, le journal de se demander si la motion de censure était une arme ou plutôt un suicide politique. Source A donne les différents scénarios qui se profilent à l'horizon. Mais attention, quoi qu'il en soit, Benno Bokk Yakaar a la possibilité de renvoyer le Premier ministre, mais Bassirou a lui aussi le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, dissolution qui ne peut intervenir toutefois avant décembre. En tous les cas, pour l'AS, c'est le début de la fin de l'état de grâce pour Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Commentaire du journal Le Quotidien, ce sont là les premières secousses. On a connu avant le départ de Macky Sall la querelle législative judiciaire. Eh bien, on vient d'entendre les premières secousses entre l'exécutif et le législatif. Si le porte-parole du gouvernement a envoyé la première salve, la réplique est aussi venue des députés de Benno. S'il y a des changements au niveau de l'État, la majorité à l'Assemblée nationale désormais de l'opposition pour le pouvoir qui veut supprimer le ACCT, le CS et aussi assurer la déclaration de politique générale de Sonko, il faut trouver des voies de dialogue avec la majorité parlementaire ou un gentleman agreement pour éviter d'agrémenter la cohabitation de querelles.
nationale. En tous les cas, le journal L'Info note que c'est l'équilibre de la terreur à l'Assemblée nationale. Rupture dans la gouvernance des affaires publiques. Sud Quotidien s'intéresse ce matin au grand chantier du président, au nouveau mode de gestion entre réalisme et offre d'annonce. Dans le journal Le Quotidien, lutte contre la corruption, Diomaye Faye veut réformer l'OFNAC. Il propose à Nafingom Keïta, l'ancienne vérificatrice d'État, de conduire le projet d'en assurer après la présidence. Relations État du Sénégal et les institutions internationales et les partenaires traditionnels du Sénégal, l'UE entre autres. Le journal Tribune note que ça continue de plus belle. Le journal note que Washington a débloqué 260 milliards de francs CFA pour le Sénégal. Premier investissement depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau régime. Ce fonds est destiné donc à l'accès à l'énergie et à la santé, mais aussi au renforcement du secteur de l'agro-industrie et le soutien aux petites entreprises. Walfadri de dire alors à ce sujet que le projet risque de faire face au dictat des bailleurs de fonds. Selon Demba Moussa Dembélé, il est économiste. La politique des institutions de Bretton Woods ne change pas. Dans le journal Le Soleil, ce dossier sur la cherté de la main-d'œuvre, la mévente et l'absence de chambre froide dans le cadre de la production de l'oignon à Podor. Le journal parle de détresse. Le département de Podor vibre au rythme de la récolte de l'oignon, écrit le journal. Une période faste pour les nombreux saisonniers qui parcourent cette partie nord du Sénégal pour proposer leurs services. Mais les prix au niveau des marchés et l'absence de chambre froide pour le stockage ont fini de décourager les producteurs. À lire donc en page intérieure du journal Le Soleil. Dans le journal Stade Quotidien, mondial 2026 éliminatoire en juin prochain, Bambadien pourra-t-il revenir, s'interroge en une le confrère qui vous renvoie en page intérieure. Stade Quotidien, toujours Angleterre, Premier League, 29e journée en retard. Arsenal-Chelsea, en choc décisif à suivre. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h38 minutes, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler de la rencontre cet après-midi entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le secteur privé. Qu'attendre de ce conclave annoncé par le chef de l'État dès sa prise de fonction. Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne et en direct avec monsieur Cheikh Tidiane Sy Al Amine, directeur général de Takamoul Agro et membre du bureau exécutif du CNP, le Conseil national du patronat. Également président de la commission négociation commerciale, monsieur Cheikh Tidiane Sy Al Amine, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec monsieur Magaï Gaye, économiste. Bonjour monsieur Gaye. Bonjour monsieur Souleymane. Alors, Cheikh Tidiane Sy Al Amine, je commence avec vous. Qu'espérez-vous au sortir de cette rencontre avec le chef de l'État cet après-midi? Quelles sont vos principales attentes? Merci beaucoup Souleymane. D'abord, nous nous réjouissons de cette invite du chef de l'État parce qu'il ne faut pas l'oublier, le secteur privé a été un peu ostracisé par rapport au régime précédent, surtout dans ce qui concerne la construction d'infrastructures. Donc aujourd'hui, c'est une invite que nous apprécions à sa juste valeur. Les attentes aujourd'hui du secteur privé sont nombreuses. Vous le savez très bien, nous avons suivi la Covid de plein fouet, ensuite la guerre ukrainienne qui a engendré une inflation généralisée. Aujourd'hui, le secteur privé a des difficultés d'ordre liées à l'environnement fiscal, la modernisation de l'administration. Aujourd'hui, vous le savez très bien, nous souffrons d'une administration qui a des mécanismes plus ou moins, disons, très rouillés qu'il va falloir remettre au goût du jour. La concurrence déloyale aujourd'hui avec un secteur privé qui est toujours qui est séparé en deux, avec un secteur informel qui ne répond pas toujours aux normes fiscales et donc qui fait la concurrence, qui mène une concurrence déloyale avec un secteur formel. Le coût de l'énergie, même si on est encore on va être un prix producteur de pétrole et gaz, le coût de l'énergie reste encore très en tout cas très pesant sur le fonctionnement de nos industries surtout.
Le contenu local, on en revient encore parce que c'est un domaine dans lequel le régime précédent avait beaucoup, en tout cas, suscité l'espoir, surtout en ce qui concerne le gaz et le pétrole, mais sur les autres secteurs aussi de l'économie où le privé national a en tout cas son mot à dire et devrait être renforcé. Donc ce sont des points qui sont importants aujourd'hui et sur lesquels nous pensons que le gouvernement va apporter des solutions pour le secteur privé parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un secteur privé performant qui fera une économie performante. Et sans cela, nous serons toujours dans un éternel recommencement. Alors, mais de quel secteur privé parle-t-on? C'est un secteur privé atomisé quant aux organisations représentatives. On est parti de 2, 3, 4 maximum grandes organisations à une multitude d'organisations, d'où d'ailleurs ce sentiment que certains ont été ostracisés dans le passé, mais continuent d'être ostracisés. Certains évoquent même l'absence de certaines organisations. Est-ce que vous serez en mesure de parler d'une seule et même voix? Nous pensons que ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui. Il suffit que les problèmes du secteur privé sont connus et il suffit qu'une voix la porte pour que tout le secteur privé puisse en bénéficier. Si vous allez dans beaucoup de pays du monde, le secteur privé n'est pas disons, une couche. Je viens du Japon il y a quelques jours où nous avons beaucoup discuté avec le secteur privé japonais. Il y a 3 ou 4 grandes structures du secteur privé que nous avons rencontrées et donc ça fonctionne très bien. Donc le problème aujourd'hui pour moi, ce n'est pas l'atomisation des organisations du secteur privé, mais c'est la problématique du secteur privé pris dans son ensemble qui est important. Et nous pensons que les personnes, les organisations qui seront sur place auront la latitude de pouvoir mettre sur la table les problématiques de ce secteur privé et trouver des solutions avec l'État du Sénégal. Alors, Magaye Gaye, quelle collaboration entre le secteur privé et l'État central en particulier, pour une économie performante? Est-ce que le Sénégal en prend le chemin? Aujourd'hui, vous avez entendu Cheikh Tidiane Sy Al Amin évoquer les grandes questions du moment, le coût de l'énergie, le contenu local, la bureaucratie, donc la nécessité de moderniser davantage l'État, entre autres questions. Comment ça se passe dans un monde idéal entre l'État et le secteur privé pour que l'économie prospère? Je vous remercie beaucoup, M. Nian. Je salue M. Sy. Alors, effectivement, le secteur privé sénégalais, aujourd'hui, c'est un secteur qui est quand même assez déficient, entre guillemets. C'est un secteur qui n'est pas très solide, malheureusement. Et pourtant, 90% de notre tissu économique est composé par des petites et moyennes entreprises. Alors, ce secteur, comme vous le savez, souffre de beaucoup d'étards. Tout d'abord, un faible accès à la commande publique, ça, je pense que M. Sy en a parlé tout à l'heure, mais également des coûts des facteurs relativement élevés, sans compter un taux de financement qui, comme vous le savez, est relativement faible. Savez-vous que le Sénégal aujourd'hui a un taux de financement qui tourne autour de 35%, alors qu'un pays comme le Maroc ou l'Afrique du Sud dépasse déjà la barre des 60%. Alors, déjà, ça, c'est des problèmes structurels et je n'oublie pas également le taux de mortalité relativement élevé également dans le secteur privé. Savez-vous que sur 100 entreprises, les 65 meurent, sur 100 entreprises créées, les 65 meurent dès la première année, ce qui est vraiment un vrai problème. Donc aujourd'hui, je crois que la rencontre entre le chef de l'État et le secteur privé, qui est une rencontre opportune, que je vois très bien, doit permettre de diagnostiquer les vrais problèmes de ce secteur. Parce que moi, je dis qu'il faut redonner le secteur privé à ceux qui doivent être devant. Parce que je crois qu'une réorganisation est très importante. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de capitaine d'industrie. Malheureusement, on en a très peu. Or, aujourd'hui, dans ce monde globalisé, l'État doit accompagner le secteur privé
pour lui permettre déjà non seulement de s'incruster en interne, mais également de pouvoir s'exporter, j'allais dire, s'internationaliser. Regardez ce que le Nigeria fait avec les Dangote et consorts. Mais aujourd'hui, vous me dites de citer 3 à 4 capitaines d'industrie sénégalais, je ne peux pas. Parce que le secteur privé, il est faible. Au point où d'ailleurs, moi, depuis 2014, je théorise la notion d'État capitaine ou d'État stratège pour contourner cette difficulté du secteur privé. Parce qu'on a donné tout à l'État. Le budget, les moyens réglementaires, les moyens en termes d'aménagement du territoire, et souvent de très bons fonctionnaires. C'est ce que le colonisateur nous a laissé. Mais il nous a dit mais que cet État-là, son rôle n'est pas d'investir dans l'activité économique. Je trouve toujours que c'est une hérésie économique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut un dialogue entre le pouvoir central, donc l'État et le secteur privé. L'État doit organiser ce secteur privé pour avoir les meilleurs à la tête, justement, d'un secteur qui représente environ 20% du PIB. Et je crois que si l'État le fait avec un peu de volonté politique et un meilleur accès à la commande publique, et bien entendu des instruments de financement, parce que la BNDE, le Fonds 6 et le Fonds GIB, c'est déjà une très bonne chose, mais déjà il faut les auditer. Parce que moi, je suis un ancien cadre de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et je sais que souvent, les institutions financières nationales, souvent cachent énormément de déficits. Donc, il faudrait déjà qu'on puisse les auditer, les renforcer et leur tracer un carnet d'adresses pour que ces institutions puissent accompagner le secteur privé national. La BCEAO et même nos partenaires multilatéraux, le FMI notamment, attachent un prix très très important à l'assainissement du secteur bancaire, même s'il n'y a pas de problème majeur. En tout cas, on sait par exemple qu'il y a 2 banques qui ont eu quelques difficultés ces derniers temps et qui sont presque en sauvetage, disons. Cela dit, avec vous, Magaï, je voudrais quand même clarifier un point, c'est de quel secteur privé on parle. Bien naturellement, tout à l'heure, je parlais des organisations représentatives et Cheikh Tidiane a souligné que c'était pas un problème majeur, mais il y a quand même la dichotomie entre le secteur privé national et le secteur privé, disons international ou étranger. Or, ce secteur privé étranger présent au Sénégal, on a par exemple la Chambre de commerce européenne, Eurocham, on a même la Chambre de commerce américaine, des sociétés donc de ces pays-là, même si c'est des sociétés de droit sénégalais, qui pèsent lourd sur le PIB et sur l'emploi au Sénégal. Faut-il faire une discrimination positive où tout le monde doit être sur un pied d'égalité? Favorable à une discrimination positive, pour une raison très simple. Il faudrait hisser le secteur privé national au niveau des normes internationales. C'est très important. Alors aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est de voir déjà le secteur privé national coexister avec les entreprises étrangères. D'ailleurs, ces entreprises étrangères, souvent, sont de droit sénégalais. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Les gens pensent que oui, c'est des gens qui viennent avec une entreprise immatriculée au Luxembourg ou en France. Mais non, c'est des entreprises qui viennent ici avec une société locale, bien entendu, avec un actionnariat, justement, en partie sénégalais, parce que c'est des PPP en général, ça peut être également des entreprises mixtes, et en partie également composées par des actionnaires effectivement étrangers. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'emploi. Et cet emploi-là, il faut des entreprises performantes. Donc il faut travailler de manière intelligente entre les entreprises étrangères et les entreprises nationales, faire en sorte que ces entreprises nationales puissent accéder plus et mieux à la commande publique, faire en sorte que ces entreprises dites sénégalaises puissent bénéficier de transferts de technologies, de compétences pour pouvoir s'aguerrir, avoir beaucoup plus d'expertise en termes de partenariat technique et afin de mieux participer effectivement au développement. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas du tout un problème de dichotomie ou d'opposition entre les deux, mais c'est un problème de complémentarité. Et là, je crois qu'aujourd'hui, les textes sont très clairs, mais il va falloir, encore une fois, et j'insiste beaucoup là-dessus,
que le secteur privé sénégalais se réveille. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement d'internationalisation. Un gouvernement responsable ne peut pas se dire « Moi, j'attends que mon secteur privé national soit aguerri et je vais tout faire pour que le secteur international ne puisse pas venir. » Il faut travailler avec les deux. D'autant plus que les financements viennent sous forme d'investissements directs étrangers, donc on ne peut pas forcément exclure. Mais il nous reste 30 secondes que je voudrais donner à M. Chertidiane Sy Al-Amine pour répondre à deux questions. La question du gap capacitaire, qu'évoque en filigrane Magaye Gaye, c'est-à-dire les déficiences techniques, technologiques de notre secteur privé dans certains domaines, il faut le préciser, et sur la question non évoquée de la dette intérieure, des arriérés de paiement de l'État central du gouvernement vis-à-vis des entreprises sénégalaises, qu'elles soient nationales ou internationales, du point de vue qui a été évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, vous savez, la mise à niveau de nos entreprises locales ne peut pas se décréter. Aujourd'hui, il faut un processus de mise à niveau, nous le reconnaissons, de nos entreprises pour pouvoir en tout cas, être connectés à cette nouvelle économie, que ce soit l'économie du gaz et du pétrole, mais tout simplement à cette nouvelle économie mondiale. Mais cela aussi requiert l'appui des pouvoirs publics. Il faut qu'on puisse commencer à apprendre avec les entreprises internationales, les entreprises étrangères, mais qu'il y ait un bon feeling entre les deux entreprises. Mon ami Magaye le disait tout de suite. Aujourd'hui, c'est le cadre réglementaire qui doit définir un contenu local qui puisse permettre à nos entreprises, et je disais tantôt, il faut mettre du contenu dans le contenu local. Aujourd'hui, nous avons un contenu local qui est un peu une coquille vide, si je peux m'exprimer ainsi, où les entreprises locales n'arrivent pas encore à s'insérer. Donc, il est important que les pouvoirs publics, de par la législation, mais aussi de par des mécanismes de discrimination positive de nos entreprises, puissent s'allier avec des entreprises étrangères pour être tirés, disons, à niveau, pour pouvoir en tout cas compétir dans un secteur de plus en plus technologique et dans un secteur de plus en plus concurrentiel au niveau international. Le deuxième sujet sur la dette intérieure ou les arriérés de paiement d'obligations. Et ça encore, c'est un autre problème que vivent les entreprises locales, surtout dans le secteur des infrastructures où nous sommes tout souvent en difficulté avec l'État du Sénégal dans le cadre donc du remboursement des dettes. Je pense que si